Oui, très rapidement, merci d'être venus si nombreux. Peut-être qu'il y a une résonance dans l'actualité. Pour vous dire, quand on a pensé à cette thématique, vous vous êtes peut-être rendu compte dans les séances qui sont prévues, on était moins parti sur la commune, insurrection, barricade, semaine sanglante, etc., que sur la commune de Paris comme une forme politique originale dans une ville particulière qui est Paris à un moment particulier. Voilà. Donc c'est pour ça que les séances suivantes aborderont surtout ces thématiques, à savoir une première séance qui posera les problèmes de Paris comme ville libre, c'est-à-dire les rapports entre une commune et la nation, hein, l'idée fédéraliste ou l'idée jacobine, qui parcourait d'ailleurs les rangs et les discussions de la commune. Une deuxième évoquera, donc ce sera la troisième séance en fait, la démocratie communarde, hein, cette idée de la commune qui était que les élus devaient toujours finalement céder la souveraineté au peuple, et que le peuple ne pouvait pas abdiquer sa souveraineté, ne fût-ce qu'un moment, dans les mains des élus. C'est la vieille idée de Rousseau, hein, qui disait que les Anglais au XVIIIe siècle étaient la nation la moins démocratique, ce qui paraissait paradoxal, puisque c'était le seul à avoir une chambre des représentants. Mais, disait-il, ils sont libres une fois tous les 4 ans, le jour du vote. Et ensuite, ils sont sous la férule des élus qui, ayant été élus, décident de tout. Voilà. Donc, c'est pas ça la démocratie, elle ne doit pas. C'est une idée qui a été reprise par la commune. On verra dans quelle mesure ils ont pu ou non l'appliquer. Et enfin, un troisième aspect, c'est leur politique publique. Dans quelle mesure ils ont essayé, et plus ou moins réussi, de mettre en place des services publics, le mot lui-même ayant été évoqué dans notre université populaire lors d'un cycle. Voilà, mais on va commencer donc une première séance par une présentation qu'on a l'orgueil de faire, qui est assez difficile parce qu'elle va à la fois traiter de l'histoire et de la mémoire de la commune, puisqu'il y a une actualité constante quand on parle de la commune, c'est un sujet assez brûlant. Et en même temps, j'imagine que beaucoup d'entre vous n'ont pas entendu parler, connaissent très mal l'histoire de la commune, donc elle est un peu à cheval sur ces deux aspects pour faire cette conférence. Voilà. Donc merci d'être venus si nombreux pour les conférences suivantes. Malheureusement, vous voyez qu'il est toujours important à l'UP d'arriver un peu en avance pour avoir des bonnes places. Alors, moi, je vais vous présenter succinctement Laure. Je vais dire tu, hein, parce qu'on se connaît, donc on va pas faire semblant. Donc, tu es historienne, maîtresse de conférences en histoire contemporaine à l'Université Paris 13, qui est avec un nouveau nom qui s'appelle Sorbonne Paris Nord, et docteur en histoire. Et ta thèse a porté sur le retour d'exil des communards au début de la Troisième République, avec une réflexion sur l'exil politique et surtout la possibilité ou l'impossibilité pour ces anciens insurgés condamnés de se réinsérer matériellement et de rejouer un rôle politique à leur retour en France, 10 ans après que l'amnistie ait été votée. Voilà, donc c'était un vaste sujet. Je me demande qui était ton directeur de thèse. Voilà, et en plus, donc en plus de ton métier de prof, tu fais aussi plusieurs colloques, articles et ouvrages. Tu as écrit sur la Commune de Paris par ceux qui l'ont vécu. Tu as écrit La Commune de Paris de 1871, une relecture, qui était une approche collective de la commune avec une perspective temporelle large, bien au-delà de 1871, et sur l'ensemble du territoire national et des aspects transnationaux. Ben écoute, bravo, je te laisse la parole. Merci. Donc bonjour à tous et bonne année, puisqu'il est encore temps. Donc on m'a effectivement demandé de parler de la commune entre histoire et mémoire. D'abord, la Commune de Paris de 1871, c'est une référence insurrectionnelle majeure, une référence révolutionnaire majeure. Et ça, dès la fin du 19e siècle, au 20e siècle, et même au 20e siècle, c'est un mythe mondial.
Or, il y a quand même un paradoxe, enfin, à mon sens, qui est que tout en étant un mythe mondial, finalement, l'événement lui-même, ou en tout cas le moment historique, est au fond assez obscur pour beaucoup, y compris d'ailleurs pour ceux qui font référence à ce mythe. Alors, soit la Commune de Paris est totalement méconnue, soit elle est souvent essentiellement connue par des repères mémoriels, donc par sa mémoire, et je vais faire une introduction assez longue sur ces repères mémoriels pour voir finalement ce qu'évoque cette Commune de Paris. Pour moi, il me semble que ces repères, ce sont d'abord deux dates mémorielles que je vais voir. Ce sont aussi des photographies, ce sont des portraits, et ce sont aussi parfois des textes et enfin des acteurs ou des actrices du mouvement. Alors, d'abord, deux dates mémorielles pour cette Commune de Paris. La première, c'est le 18 mars. 18 mars 1871, donc lorsque l'insurrection éclate à Paris, à Montmartre. Donc, pour rappeler rapidement, donc, le gouvernement de Thiers veut reprendre des canons qui ont été achetés et enfin, financés par les Parisiens pendant la guerre de 70 et qui sont à Paris. Pour des raisons qu'on verra, le gouvernement craint Paris et donc veut reprendre ces canons sur la butte. Enfin, certains sont parqués sur la butte. L'opération est lancée au petit matin du 18 mars. Elle échoue et la foule de Montmartre, à savoir des gardes nationaux, donc des Parisiens armés, des femmes, des enfants, fait obstacle aux soldats qui cherchent à reprendre ces canons, donc empêche la reprise des canons de Montmartre et dans toute la ville, des barricades sont érigées, donc ces fameuses barricades que tout le monde a plus ou moins en tête. Alors j'ai pris celle de la rue Sedaine, qui est une photographie anonyme, mais il y en a des centaines, hein. Oui, je pense bien des centaines de photographies de barricades. La ville est prise par les insurgés puisque le gouvernement fuit ou se réfugie, selon ce qu'on préfère, à Versailles. La deuxième date mémorielle, alors j'avais pris aussi une autre barricade, celle-là elle est peut-être encore plus, cette photographie est peut-être encore plus connue, c'est la barricade de la rue de Puebla, donc actuelle rue des Pyrénées. Et donc l'autre date mémorielle qui parle de la commune, hein, à beaucoup en tout cas, c'est la semaine sanglante. Alors le 28 mai 71 et plus largement la semaine du 21 au 28 mai 71, donc la dernière semaine de mai. Semaine sanglante qui correspond à l'entrée des troupes versaillaises, donc de l'armée régulière dans Paris, et à ce que les Versaillais ont appelé la reconquête de Paris, donc une reprise en main qui est extrêmement violente, sanglante, qui fait des milliers, voire plus probablement des dizaines de milliers de morts. De très nombreuses arrestations, puisqu'il y a plus de 40 000 Parisiens et Parisiennes d'ailleurs qui sont arrêtés. Et dès le début, finalement, c'est sur la semaine sanglante, hein, sur cette fin tragique, que la mémoire de la commune se focalise. C'est une mémoire militante essentiellement, qui fait... alors là, vous avez une première illustration que j'ai choisie parce qu'elle est assez connue, puis par ailleurs, ça renvoie à la mémoire, je vous dirai pourquoi. Donc, qui est des communards fusillés au Jardin du Luxembourg. Si vous allez au Jardin du Luxembourg, habitant du 14e ou non d'ailleurs, je pense que vous voyez l'endroit de la balustrade du Luxembourg. Comment dire, la mémoire militante se focalise sur cette dernière semaine de mai et notamment sur le Père-Lachaise et sur le mur des fédérés. La montée au mur donc des fédérés au Père-Lachaise est un grand moment de mémoire de la commune, en gros à partir des années 1880. Alors c'est la mémoire de la semaine sanglante, mais ça devient la mémoire de la commune en général. Alors j'y reviendrai, là vous avez un tableau qui après a été reproduit en lithographie d'Ernest Picquiau, qui est un communard qui s'intitule Le Triomphe de l'ordre, ou le mur des fédérés.
Cette mémoire, donc à travers la semaine sanglante et le mur, c'est aussi, là aussi je reviendrai sur cette photographie, les commémorations au mur des fédérés, donc là en 1936, et j'ai choisi cette photographie non seulement parce que c'est les archives de l'humanité, mais aussi parce que c'est une photographie qui est attribuée à Marcel Cerf, mais aussi parce que l'on voit Léon Blum qui lève le poing. Donc j'y reviendrai aussi. Mais alors, si la mémoire se focalise sur la dernière semaine de mai, elle se focalise donc sur la semaine sanglante et aussi sur les ruines, puisque quand on parle de la commune à des gens qui la connaissent par sa mémoire, ils évoquent les incendies de Paris et ces ruines de Paris, puisque Paris a été en partie incendié au moment de la dernière semaine de mai. Alors, il y a de très nombreuses photographies de ruines. Donc là, j'ai pris le ministère des Finances, mais il y en a d'autres, hein, là aussi. Ah, ça c'est autre chose. On est dans quelque chose qui est assez connu. Alors, donc, la commune est connue par ces deux dates mémorielles, le début, le 18 mars, le 28 mai ou 21-28 mai, et entre, finalement, on ne sait pas trop bien ce qui s'est passé. Le deuxième aspect de cette mémoire de la commune, de cette mémoire immédiate hein, ou sensible de la commune, se fait par les photographies, parce que la commune est le moment où il y a un traitement photographique de l'événement. Après la guerre de sécession, on a même parlé parfois de photoreportage, hein, de premiers photoreportages à propos de la commune. Et là, vous avez de très multiples photographies. Des photographes sont restés dans Paris et photographient la commune, les acteurs, etc. Et ça différencie aussi d'ailleurs la commune de Paris des insurrections parisiennes précédentes, par exemple de 48, hein, parce que là, on a des photographies. Par ailleurs, ça différencie aussi la commune de Paris de tous les mouvements communalistes de province, parce qu'on n'a pas de photographie de ces mouvements communalistes de province, mais on a vraiment une couverture assez importante de cette insurrection, révolution à Paris. Donc on a vu les photographies, qu'est-ce que j'ai montré? Les photographies de barricades, photographies de ruines, et puis vous avez aussi des photographies d'acteurs ou d'actrices, notamment les portraits. Alors j'ai pris j'ai vraiment choisi ce qui était le plus le premier dans la mémoire, donc les portraits de Louise Michel, qui sont des portraits d'Appert au moment où elle est prisonnière. Celui-là est peut-être encore plus connu, et il est à chaque fois réactualisé, parfois colorisé, enfin, etc. Alors ces photographies, ces portraits, il y en a beaucoup. Pourquoi? Parce que soit ils ont été pris par des photographes professionnels avant la commune, mais beaucoup ont été pris une fois que les communards des communards avaient été arrêtés par Appert, justement, qui était une sorte, qui avait eu l'autorisation de photographier ces prisonniers. Et il les photographie, vous voyez, avec... Il n'y a pas de décor, hein, c'est un fond nu. Or, ça permet aussi un réinvestissement, parce que ces portraits vont être utilisés dans des photomontages anticommunards après la commune, donc des photomontages sur les femmes, des photomontages sur l'exécution des otages par les communards. Et de l'autre côté, là aussi on est dans un aspect mémoriel, ces portraits vont être également réinvestis par les partisans de la commune, parce que ce sont des portraits qui s'achètent. C'est un commerce, hein, ces portraits. Donc pendant un certain temps, ils sont vendus, ils sont achetés, et ils permettent d'organiser une sorte de panthéon, si je puis dire, de la commune. Et puis ils vont à tel point qu'ils vont être interdits à la vente, et qu'on va interdire assez rapidement, d'ailleurs en 1871, la commercialisation des images de la commune. Il faut oublier et surtout ne pas parler de cette commune dès 1871. Alors, il y a d'autres photographies qui sont plus connues, notamment la destruction de la colonne Vendôme le 16 mai. Donc, on voit la colonne qui s'effondre. Là, j'ai pris celle-ci parce que j'aime bien ces visages, enfin bon, bref. Et puis, pour des raisons liées à
à la confrontation entre l'horizontalité, donc la statue de l'empereur déchu, qui est horizontale, et puis les gardes nationaux et leur fierté, qui, donc, eux, évidemment, sont verticaux. Mémoire connue, mémoire de la commune par la photographie, mémoire de la commune également par de multiples estampes, des dessins, des caricatures. Là encore, j'en ai choisi une seule, Paris enflammé par la commune au moment des incendies. Il s'agit d'une gravure photographiée qui est retouchée avec ce rouge qui montre bien donc la ville en feu. En dehors de ces images tout à fait symboliques et qui participent à la mémoire de la commune, on a aussi des textes, des textes qui, là encore, renvoient à cette mémoire la plus immédiate. Alors, je sais qu'on va chanter, m'a-t-on dit, mais non pas le temps des cerises. Ceci dit, moi, j'ai choisi le temps des cerises parce que lorsqu'on parle de la commune, immédiatement, les gens qui connaissent peu, finalement, cette commune parlent du temps des cerises. Hein. Dès qu'on dit temps commune, on a le temps des cerises, la chanson de Jean-Baptiste Clément, ou bien le Merle moqueur, ou bien le Gai Rossignol. Alors, cette chanson, en fait, a été écrite avant la commune. Hein. C'est une chanson d'amour, mais elle est dédicacée après la commune, dans les années 1880, à une ambulancière de la rue de la Fontaine-au-Roi, donc d'une des dernières barricades. Et en fait, même si c'est une chanson d'amour, on voit bien qu'elle peut renvoyer aussi à la commune, hein, mais sauf que ce n'était pas le cas évidemment en 1866-67, puisque quand nous chanterons le temps des cerises, et Gai Rossignol et Merle moqueur seront tous en fête, les belles auront la folie en tête, on voit cet aspect festif de la commune qui est extrêmement important. Et puis après, quand même, mais il est bien court, le temps des cerises. Et enfin, j'aimerais toujours le temps des cerises. C'est de ce temps-là que je garde au cœur une plaie ouverte. Donc, à la fois la commune, son aspect festif, mais aussi, finalement, son temps court et puis sa répression. Hein. Vous avez évidemment aussi les gouttes de sang qui peuvent rappeler cette répression. Enfin, puisqu'il faut parler de ça, la commune est aussi connue parfois par ses acteurs, ses actrices. Alors là encore, on parle souvent de Jules Vallès et souvent lorsqu'on veut illustrer la commune, on montre ce portrait de Jules Vallès par Gustave Courbet. Jules Vallès et Gustave Courbet sont deux membres de la commune, deux élus de la commune, sauf que ce portrait, vous le voyez, date de 10 ans d'avant la commune, au moment où Vallès et Courbet se rencontrent dans la Bohème parisienne. Ils sont dans l'opposition au Second Empire. Alors, je n'ai pas pu résister quand même à ce portrait-là, parce que la commune, c'est aussi ça. Hein. Et oui, la commune, c'est aussi ça. Et c'est ce que je vais voir. Hein. Ce sont des mémoires aussi qui sont concurrentielles. Et là, vous avez le portrait d'Adolphe Thiers, président de la République française, qui a été exposé au Salon en 1877. Alors, par ces images, donc par ces textes, par ces pratiques, par donc notamment la montée au mur, finalement, la mémoire de la commune est assez présente. Je dirais qu'elle est présente non pas par des lieux de mémoire, mais par des micro-lieux de mémoire, lieux de mémoire au sens large, hein, c'est-à-dire, pour reprendre ce qu'avait écrit Pierre Nora, pas simplement des espaces géographiques, mais des lieux, des endroits où l'imaginaire s'investit. Mais en fait, et on le voit bien avec ce que j'ai montré jusqu'à présent, ce n'est pas une mémoire de la commune, ce sont des mémoires de la commune, d'où le pluriel hein, entre histoire et mémoire, des mémoires diverses qui jouent un rôle important dans la construction de l'imaginaire de la commune et dans sa force. Et l'intérêt, c'est de voir comment se sont construites ces mémoires, ce qu'elles disent de l'histoire de la commune, mais aussi ce qu'elles disent de notre histoire nationale. Et aussi, je terminerai par les mémoires actuelles et ce qu'elles disent également de notre contemporain. Alors, je vais donc être obligée de voir aussi rapidement l'histoire de la commune, puisque certains
finalement, à part peut-être le 18 mars et le 21-28 mai, connaissent peu de choses sur cette histoire de la commune. Et cette question de la commune de Paris permet aussi de souligner la complexité des rapports entre histoire et mémoire. Pour aller vite, l'histoire, ça renvoie plutôt à une lecture critique, à une étude critique du passé, une analyse critique fondée sur des sources et dont l'approche méthodologique est validée par les historiens, disons, et la mémoire renvoie plutôt à des constructions, à des représentations construites et qui sont souvent affectives, hein, d'ailleurs, ou en tout cas où il y a une part d'affection. Alors, souvent on dit qu'il y a une discordance entre histoire et mémoire, puisque l'histoire a ce regard distancé, critique, et que la mémoire est beaucoup plus proche, beaucoup plus affective. En même temps, histoire et mémoire peuvent être antithétiques, mais elles peuvent être aussi tout à fait complémentaires. Et puis, évidemment, d'une certaine façon, la mémoire oriente l'histoire, puisque la mémoire permet de dynamiser l'histoire, et inversement, l'histoire se nourrit de la mémoire et peut aussi transformer ses mémoires. Donc, ce sont des rapports complexes, de façon générale, et qui sont encore plus probablement compliqués pour la Commune de Paris, parce qu'il y a de multiples interprétations et des clivages qui existent à propos de l'histoire de la commune dès 1871. Donc finalement, il est difficile de faire l'histoire de la commune en ignorant ses mémoires et en ignorant les rapports complexes entre l'histoire de la commune de Paris et ses mémoires. C'est-à-dire que celle ou celui qui veut faire l'histoire de la commune est obligé de prendre en compte le mythe qu'elle est devenue, les appropriations donc, qui ont existé, les projections auxquelles la commune a donné lieu et l'imaginaire qu'elle a suscité. Alors, c'est la raison pour laquelle je vais voir, ne vous inquiétez pas, l'introduction était très longue, mais je voulais vous montrer tous ces aspects de la mémoire immédiate. Je vais voir rapidement l'histoire de la commune. Je reviendrai après sur la pluralité des mémoires et le lien avec l'histoire de la commune, et puis je conclurai sur le retour mémoriel contemporain et parallèlement le renouveau de l'historiographie, donc de l'histoire de la commune. Alors, l'histoire de la commune en tant que cadre pour comprendre cet enchevêtrement de mémoires. C'est-à-dire pourquoi ces mémoires se sont construites ainsi. Donc je suis bien obligée de rappeler ici rapidement ce qu'est la Commune de Paris et surtout comment situer la Commune de Paris dans l'histoire nationale. La Commune de Paris peut être comprise à la fois en tenant compte des tensions politiques, des tensions sociales, des conflits sociaux et des aspirations sociales qui existent alors, et puis en tenant compte du contexte tout à fait particulier de ce que Victor Hugo a appelé l'année terrible, donc les années 1870-1871, à savoir la guerre franco-prussienne et la défaite. Donc concrètement, quelle est la situation à Paris en 1871 ? Première chose, Paris, c'est une ville gigantesque, hein, c'est 2 millions d'habitants. À l'époque, par comparaison, Lyon-Marseille, c'est 300 000 habitants. Donc c'est vraiment une ville et une capitale. C'est par ailleurs une ville du travail, c'est une ville laborieuse, avec quelques grandes fabriques donc, qui ont entre 500 et 1000 ouvriers, notamment pour la fabrication de locomotives, mais surtout de multiples petits ateliers, des petites industries, du travail à domicile, avec des ouvriers qui sont très souvent proches de l'artisanat, qui ont un savoir-faire, et qu'on qualifie souvent de peuple de Paris, si tant est qu'on puisse définir ce qu'est vraiment le peuple de Paris. D'autre part, Paris, à ce moment-là, c'est une ville qui change, hein, qui se modifie du fait des travaux haussmanniens. On est en plein travaux haussmanniens. Et du fait de la réorganisation administrative parallèle, puisque c'est en 1860 qu'on passe de 12 à 20 arrondissements, donc on annexe les communes périphériques, Belleville, Montmartre, La Chapelle, et puisqu'on est dans le 14e, Montrouge.
en tout cas une partie de Montrouge. Or, ces travaux haussmanniens entraînent une augmentation des loyers dans ces nouveaux immeubles haussmanniens et on a souvent fait remarquer que les ouvriers qui habitaient le centre de Paris ne peuvent plus payer ces loyers et sont donc rejetés en partie ou en tout cas rejoignent les arrondissements périphériques et on est à un moment où les différenciations spatiales et sociales s'accroissent avec un ouest qui est plus riche, plus bourgeois, grossièrement, hein, et puis l'Est qui est plus populaire. Donc la Commune de Paris se situe dans ce contexte, mais comme ce n'est pas un phénomène uniquement parisien, puisqu'il y a des mouvements communalistes en province, et il y a des aspirations sociales qui sont plus générales, il est difficile de voir uniquement la Commune de Paris comme le résultat des transformations haussmanniennes qui auraient eu des conséquences sur les relations sociales et les relations de classe. Oui, cela joue, mais ça n'explique probablement pas tout. Il y a un faisceau de raisons. L'autre spécificité quand même de Paris, c'est qu'il y a apparu une mémoire extrêmement importante des révolutions, des insurrections parisiennes, alors donc bien sûr 1789, 1830, 1848 et juin 48, la révolte ouvrière, et mémoire qui est extrêmement importante, notamment chez des ouvriers militants qui s'organisent en chambres syndicales ouvrières. Alors là encore, ça renvoie à des métiers d'art, hein, ce qu'on appelait les métiers d'art, c'est-à-dire la chambre syndicale des ébénistes, la chambre syndicale des bronziers, etc. Et ces chambres syndicales sont dans le souvenir de la Révolution française de 48, avec un idéal, et je reviendrai beaucoup là-dessus, mais qui est un idéal de république démocratique et sociale, ce qu'on appelle la vraie république. Cette contestation, et donc il y a compte tenu de ces aspirations sociales, une contestation sociale importante à la fin des années 1860. Par ailleurs, ces militants ouvriers cherchent à avoir une meilleure organisation ouvrière pour une émancipation des travailleurs. Et cette république démocratique et sociale dont on rêve permettrait d'obtenir la république par le bas, si je puis dire, par l'association ouvrière qui répondrait à cette volonté d'émancipation, émancipation politique par rapport au Second Empire et émancipation sociale. Alors la contestation sociale, ceci dit, existe également dans d'autres centres urbains et industriels, mais il y a quand même une spécificité à Paris, notamment aussi avec le poids des militants de l'Internationale, de la première Internationale, donc l'Association internationale des travailleurs, l'AIT, qui a ouvert un bureau parisien en 1865. Cette contestation, c'est aussi une contestation politique, je l'ai dit, contre le Second Empire. Paris est républicain, il y a d'autres centres républicains, notamment des centres urbains, mais aussi d'autres territoires républicains en France. Et à Paris, pour aller vite, il y a une opposition républicaine qui est assez variée, oui, qui est même très variée d'ailleurs, de la modération jusqu'à l'extrême gauche révolutionnaire, l'extrême gauche républicaine. Alors, donc, une situation parisienne quand même assez spécifique qui fait qu'on peut aussi voir le 18 mars dans tout ce contexte. Alors, que se passe-t-il donc avant le 18 mars? La guerre est déclarée par, je vais aller vite, hein, c'est juste des repères pour ceux qui ne connaissent pas bien la Commune. Donc, la guerre est déclarée par Napoléon III à la Prusse en juillet 70. Elle aboutit à une série de défaites et dans la défaite, l'Empire, le Second Empire meurt, tombe et la Troisième République est proclamée en septembre 70. Donc à ce moment-là se constitue un gouvernement provisoire de la Défense nationale, enfin gouvernement de la Défense nationale qui est un gouvernement provisoire qui comprend toute la palette des républicains de la plus grande modération jusqu'à Rochefort, enfin Gambetta et Rochefort. Et c'est le général Trochu, pas spécialement républicain, qui a été nommé gouverneur de Paris et qui en assure la présidence. La particularité, là encore, de Paris, c'est que Paris subit le siège. Paris est assiégé par l'armée prussienne à la mi-septembre. Donc c'est un siège extrêmement dur pendant les 4 mois d'hiver.
qui correspond d'ailleurs à de nombreuses images classiques de Parisiens qui mangent des chats, des rats, les plus riches, les animaux du jardin des plantes, mais enfin ça c'est vraiment pour les plus riches. Parce qu'on dit toujours les Parisiens mangent les animaux du jardin des plantes, mais non, les animaux du jardin des plantes, c'est vraiment pour le repas du réveillon chez Bréban, vraiment pour les catégories les plus aisées qui sont restées à Paris. Donc c'est aussi l'image de Gambetta qui s'envole de Paris en ballon pour organiser la résistance de l'extérieur. Donc tout ça, ça renvoie à quelque chose qui est assez connu. Plus fondamentalement, le problème aussi de Paris, enfin le problème, ce qui se passe à Paris, c'est l'existence de la garde nationale parisienne. Ce sont donc des bataillons de Parisiens armés, donc une citoyenneté qui est liée aux armes. Alors la garde nationale est une création révolutionnaire, et puis après la garde nationale est tombée en désuétude, notamment sous le Second Empire, enfin déjà avant, et elle a été réactivée au début de la guerre avec la Prusse. On a d'abord prudemment armé les bataillons, les bataillons des quartiers les plus sûrs. Et puis le gouvernement, et puis après on a armé les bataillons de tous les quartiers, et le gouvernement de la Défense nationale, donc avec la République, la Troisième République, a réorganisé cette garde nationale et notamment aussi a accordé une solde journalière aux gardes nationaux. Or, c'est quelque chose d'extrêmement important parce qu'il n'y a plus d'activité économique, ou en tout cas l'activité économique tourne au ralenti avec la guerre, avec le siège. Donc la solde, ça permet aussi au Paris populaire de souffler, en tout cas. Et puis il y a une volonté de défendre Paris qui est assez claire. Or, les officiers de cette garde nationale sont élus, et un certain nombre en tout cas d'officiers sont des militants de l'extrême gauche, notamment dans les bataillons des quartiers populaires. Et cette garde nationale très vite apparaît dangereuse aux yeux du gouvernement. D'autant que dès 1870, on commence à parler d'une municipalité de Paris, donc d'une commune. Alors, municipalité, ça veut dire à l'origine donc d'un Paris qui aurait des pouvoirs municipaux, mais quand même, c'est aussi une référence déjà à la Grande Révolution, à la Révolution française. Et dans les quartiers se développent des clubs donc, qui organisent des séances politiques. Et dans ces clubs, on réclame des élections municipales pour désigner, je cite, une commune souveraine à Paris. Or, ce qui est peut-être plus important encore, c'est une commune opérant révolutionnairement la défaite de l'ennemi. Donc déjà se propage l'idée d'une commune qui soit autre chose qu'une simple assemblée municipale. Et dans Paris, avant même la commune, dans le Paris assiégé, il y a 2 journées déjà insurrectionnelles, en octobre 1870 et en janvier 71. En janvier 1871, d'ailleurs, une journée insurrectionnelle à laquelle participe Louise Michel. Et ces 2 journées échouent en partie parce qu'il n'y a pas encore un soutien populaire massif, mais elles indiquent quand même que la situation est tout à fait explosive. Or, cette situation est encore plus explosive en février-mars, donc juste avant, évidemment, en février-mars. L'armistice a été signé fin janvier 1871, donc l'armistice avec la Prusse, qui va devenir l'Empire allemand, qui est devenu d'ailleurs l'Empire allemand. Et l'armistice est signé par le gouvernement de la Défense nationale, mais ça apparaît comme une capitulation honteuse parce que les Parisiens ont résisté, eux, et à la fois pour défendre la République et puis résister contre l'ennemi prussien. Et ce qu'on oublie souvent, c'est qu'en fait, et ce qu'on ne sait pas parfois, c'est qu'en février-mars, donc avant même la commune, il y a plusieurs arrondissements parisiens qui sont sous le contrôle de comités populaires, qui ne sont pas du tout sous le contrôle du gouvernement. C'est vraiment une situation déjà de contrôle de comités populaires, comités qui sont issus de la garde nationale, des bataillons de la garde nationale ou bien des clubs.
Et par ailleurs, la garde nationale se constitue en fédération, d'où le terme de fédéré, hein, les fameux fédérés, ces gardes nationaux fédérés. Donc la fédération de la garde nationale, et dans cette fédération de la garde nationale, puis dans le comité central de la garde nationale, on trouve des membres de l'internationale comme Varlin et également des hommes connus militants dans les bataillons d'extrême gauche, dans les bataillons de la garde nationale, dans les quartiers, dans les réunions publiques. Alors, par ailleurs, la signature de l'armistice, fin janvier, a un prolongement qui est les élections à l'Assemblée nationale, puisque Bismarck veut traiter avec un gouvernement qui ne soit pas un gouvernement provisoire. Ces élections sont organisées très vite, donc début février, et ces élections aboutissent à une majorité monarchiste. Donc on a ce paradoxe qu'on a une république, mais une Assemblée nationale issue du suffrage universel dans des conditions complexes, parce que il y a une partie du territoire qui est occupée, elles sont organisées très vite, donc des élections qui ont abouti à une Assemblée nationale à majorité monarchiste. Alors, les Parisiens républicains, non seulement considèrent que l'armistice est une capitulation, mais craignent aussi pour le maintien de cette république et donc craignent la menace d'une restauration monarchique. D'autant que cette Assemblée nationale, qui siégeait à Bordeaux, donc, au lieu de se rapatrier à Paris, choisit Versailles pour s'installer. Évidemment, c'est tout à fait symbolique. C'est pas simplement symbolique. Bon, Versailles, ville royaliste, etc., enfin des rois. C'est pas simplement symbolique, c'est aussi que, compte tenu de la situation à Paris, Paris fait peur, hein. Donc, on se méfie de Paris et l'Assemblée nationale s'installe à Versailles et multiplie, d'autre part, c'était quelque chose d'assez connu, les provocations ou prend des mesures qui apparaissent provocatrices, qui le sont d'ailleurs, hein. En particulier la suppression de la solde des gardes nationaux. Or, ça permettait à ce Paris populaire de vivre. Là, on parle aussi de la fin du moratoire des loyers. Il y avait eu un moratoire sur les loyers impayés pendant la guerre, pendant le siège, et il est question de le supprimer. De la fin du moratoire sur les échéances commerciales, c'est-à-dire sur les prêts pour le petit commerce, là aussi, ça mettrait en danger, ça menacerait financièrement et matériellement tout ce Paris populaire. Donc cette capitale, elle a en plus gardé ses canons, ces fameux canons qui ont été payés par les Parisiens pendant la guerre, et elle a encore 180 000 gardes nationaux armés. Donc c'est dans ce contexte en fait qu'a lieu le 18 mars, au moment où Thiers veut récupérer ses canons, et après, au moment du 18 mars, c'est dans ce contexte que le gouvernement fuit à Versailles, là où il y a l'Assemblée nationale. Donc les Versaillais, c'est à la fois l'Assemblée nationale monarchiste, c'est Thiers qui est chef du gouvernement qui rejoint cette Assemblée nationale à Versailles, et puis c'est aussi ce gouvernement qui demande à tous les ministères et tous les services administratifs de se rapatrier sur Versailles, laissant donc Paris aux mains des insurgés. Et donc Paris est aux mains du comité central de la garde nationale. Et c'est à ce moment-là que Jules Vallès, donc, a cette phrase, donc Paris, bivouac de la Révolution, c'est reconquis, a fait la reconquête de sa liberté. D'autres communards, ou communardes d'ailleurs, comme Victorine Brochet, qui a écrit Victorine, les souvenirs d'une morte vivante, qui a été republié récemment, parle d'une ère nouvelle. Nous attendions, nous savions, nous pensions en effet qu'une ère nouvelle allait s'ouvrir. Donc, en fait, à l'origine, on ne sait pas très bien ce qui va se passer, hein. Paris est aux mains du comité central de garde nationale, et puis des élections, le compromis est impossible, enfin, il y a une tentative de compromis, il est impossible, et des élections sont organisées à Paris. Évidemment, des élections qui sont considérées comme illégales par le gouvernement de Versailles et par l'Assemblée. Donc, ces élections sont organisées pour le 26 mars pour élire une commune. Alors, élire une assemblée communaliste, personne ne sait vraiment quelle va être l'étendue de ce pouvoir de l'assemblée communaliste.
enfin personne ne sait vraiment, on commence quand même à estimer que cette commune qui va être élue, je cite, sera la première pièce du nouvel édifice social. Donc le nouvel édifice social, c'est pas simplement là encore une assemblée municipale. Nouvel édifice social, indestructible base des institutions républicaines. Et on retrouve donc l'idée de république et de république sociale. Donc le projet d'une république de Paris qui se constituerait de façon autonome et qui ensuite pourrait se fédérer avec la République, des villes en République sur le territoire national. Alors, ces élections qui ont lieu le 26 mars, donc il y a un certain nombre d'abstentions, enfin il y a beaucoup d'abstentions, il y a plus de 50% d'abstentions, il y a un certain nombre de gens qui ont quitté Paris par ailleurs, et puis il y a aussi une indifférence et une hostilité à ces élections dans Paris même. Il y a plus de 60% d'abstention dans les beaux quartiers. Mais au départ, les élus de la commune comportent aussi des républicains, notamment des républicains radicaux, qui vont ensuite démissionner, estimant que la commune outrepasse ses fonctions municipales et qu'elle est en réalité un véritable gouvernement autonome. Alors, il y a des élections complémentaires après en avril, et au total, donc, la commune a 79 membres, 79 élus, qui sont des hommes, hein, puisque les femmes ne votent pas et ne sont pas élus. Et on a une soixantaine de membres qui siègent régulièrement. Et ces élus représentent, personnalisent d'une certaine façon la commune, parfois bien malgré eux, mais chaque fois que les ouvrages, et notamment les ouvrages anticommunards, évoquent la commune, ils font référence à ces élus et donc ils vont chercher les différentes tares de ces élus. Dans ces ouvrages anticommunards, hein, j'entends. Voilà leur objectif. Alors, ce qui paraît le plus remarquable dans ce conseil de la commune, c'est que c'est un conseil qui est de composition populaire. C'est un gouvernement qui comprend une trentaine d'ouvriers, alors qui sont généralement des ouvriers qualifiés, qui appartiennent au métier d'art de Paris, et puis qui renvoient ces élus à ce peuple de Paris. Il y a aussi des boutiquiers, des petits patrons, des employés, des comptables, des professions libérales, et puis des lettrés, des artistes comme Vallès et Courbet. Mais ce qui est vraiment remarqué, c'est sa composition populaire, et ça fait partie aussi de cette mémoire de la commune. Alors, par ailleurs, du point de vue politique, c'est assez divers, mais ce sont quand même des républicains qui veulent la République démocratique et sociale. En gros, pour aller très très vite, l'extrême gauche révolutionnaire parisienne. Et puis, je pourrais répondre sur cette diversité de la commune, mais malgré sa diversité, elle essaie de faire quelque chose. Hein, ça nous amène à caractériser très vite ce qu'est le Paris de la commune. Alors, je vais aller très vite puisque on le verra dans les séances qui suivent. Mais l'idée, c'est que Paris se gouverne librement et se gouverne en faisant place à la souveraineté populaire, à la démocratie directe. Donc on est bien au-delà d'une simple assemblée municipale, on est devant l'idée d'un gouvernement indépendant dans le Paris libre des travailleurs et gouvernement qui veut mettre en place une république démocratique et sociale. Alors cette république démocratique et sociale, elle se voit dans les projets par exemple. La commune manque de temps, manque d'argent. Mais en dehors de la gestion quotidienne de la ville, en dehors des mesures d'urgence qui, par exemple, est le fait de remettre les loyers impayés ou bien de maintenir le moratoire des échéances commerciales, il y a une volonté, donc en dehors des décisions symboliques comme la destruction de la colonne Vendôme qui est un symbole du militarisme, il y a une volonté d'affirmer ce gouvernement autonome. Hein. Alors, par exemple, avec le décret sur la séparation de l'Église et de l'État, en avril, le projet d'un enseignement primaire pour tous, hein, filles et garçons, et pour tous, gratuit, laïque, donc 10 ans avant les lois Ferry, même si l'application de cette mesure a été diverse selon les arrondissements. Le projet aussi d'une justice plus démocratique, avec l'élection des magistrats, la gratuité des actes, là encore on a juste une ébauche,
Et puis, la vraie démocratie, c'est aussi l'élection des fonctionnaires. Et là encore, on le verra dans les séances suivantes, le mandat impératif, la vraie République, à savoir que le représentant élu est responsable devant ses électeurs. Il rend compte de son mandat et il est révocable. Alors là encore, ça a été plus ou moins appliqué. On verra ça vous verrez ça dans les séances suivantes. La vraie démocratie, hein, elle est aussi sociale. Il s'agit de réaliser une société nouvelle et notamment de réaliser l'émancipation sociale avec le fait de confier la production à des ouvriers associés. Là encore, les réalisations sont assez minimes, mais enfin, il y a ce projet. Donc, pour aller vite, puisque je voudrais passer maintenant rapidement, ne vous inquiétez pas aux questions de la mémoire. Donc, il y a ce projet, mais la commune est en guerre civile et en guerre avec Versailles dès début avril, et c'est ça, en fait, hein, qui aussi mine, si je puis dire, les réalisations. C'est que la commune est constamment confrontée entre son rêve, et face à une confrontation entre le rêve de république démocratique et sociale, et puis l'exercice du pouvoir, et puis l'urgence, et puis la lutte contre Versailles. Alors ça amène à ce qu'il y ait finalement, toute cette histoire explique la construction des mémoires, je vais très vite, des mémoires qui sont conflictuelles dès 1871, en tout cas des représentations de la commune qui sont conflictuelles dès 1871, qui sont antagonistes, et qui vont créer des mémoires conflictuelles qui perdurent encore. Donc les représentations conflictuelles, c'est d'abord une représentation anticommunarde, hein, qu'on appelle versaillaise, qui est que la commune en fait n'avait pas de projet politique, n'avait même pas de dimension sociale et politique, et elle n'était donc un gouvernement donc soumis à des déclassés, des envieux, des paresseux, avec une foule populaire ignorante, au maximum, au mieux égarée. Donc c'était faire trop d'honneur aux ravageurs de Paris que de leur prêter un système, hein, donc pas de système. Ils n'ont eu la logique que celle de la violence et de l'ineptie. Le rôle de l'international, donc des insurgés qui seraient des comploteurs de l'international, cette franc-maçonnerie du crime dont le drapeau n'a d'autre couleur que celle du sang, trônait et régnait à l'hôtel de ville. Alors, la phrase, ça c'est dans un même paragraphe, hein, j'ai coupé, mais franchement c'est le même paragraphe. Paris était devenu l'égout collecteur de la lie et de l'écume des deux mondes. Alors, vous voyez toute la dimension morale et la condamnation morale que l'on fait de la commune, parce que la commune, c'est un danger social, mais c'est aussi un danger moral, hein, pour les Versaillais, parce que cela correspond à la destruction pour eux de la civilisation. Donc, et vous voyez, on voit bien l'aspect moral à la fin. Cette catastrophe exécrable a purifié la France en la foudroyant. Elle aura l'éclat du jugement dernier, tranchant en deux parties la nation. D'un côté, les élus de l'ordre, du devoir, de l'honnêteté, de la paix publique. De l'autre, les réprouvés du brigandage et de l'anarchie. Donc une condamnation morale, condamnation sociale, condamnation morale, et l'apogée pour cette mémoire versaillaise, cette représentation versaillaise et cette mémoire versaillaise, l'apogée de cette destruction morale, ce sont les incendies. Et au fond, cette mémoire versaillaise retient beaucoup plus les incendies que l'exécution des otages de la commune. La commune, pendant la semaine sanglante, a exécuté une centaine d'otages et d'ecclésiastiques dans le contexte de la semaine sanglante, mais au fond, ça n'est pas ça que retient les Versaillais, ou retient la représentation versaillaise et la mémoire versaillaise. Ce sont les ravageurs de Paris, hein, c'est-à-dire les incendies. Et dans les incendies, la fameuse pétroleuse. Et là, vous voyez, la commune, il n'y a même pas besoin de dire que c'est la pétroleuse. Donc, on a une espèce de Marianne rouge, atroce, avec Paris qui brûle au fond.
il y a dans cette mémoire il y a un lieu qui s'impose, un repère qui s'impose pour cette mémoire versaillaise, c'est bien sûr la basilique du Sacré-Cœur. La basilique du Sacré-Cœur, en fait, sa construction a pour origine un vœu de 1870. Il s'agissait de construire à Paris un sanctuaire qui soit dédié au Sacré-Cœur si Dieu sauvait Paris et la France pendant la guerre de 70. Et puis en 73, au moment de ce qu'on a appelé l'ordre moral, donc quand le MacMahon est un président monarchiste en République, le projet du Sacré-Cœur est déclaré d'utilité publique. Le Sacré-Cœur sera édifié à Montmartre. Les communards ne sont pas nommés, mais il y a une volonté expiatoire, expier les crimes révolutionnaires et, entre guillemets, les crimes de la Commune. Et Montmartre, qui est pourtant le lieu du 18 mars, Montmartre qui est aussi le lieu de la Semaine sanglante, où est mort notamment et où a été exécuté de façon absolument atroce Varlin, Montmartre et en fait n'est pas le lieu de la mémoire communarde, ça va être le lieu d'une mémoire versaillaise, enfin par le Sacré-Cœur. Le lieu de la mémoire communarde étant bien sûr le Père-Lachaise. Et cette mémoire pro-communarde, parce qu'en face de cette mémoire versaillaise, il y a une mémoire pro-communarde qui se construit en exil, qui se construit au moment de la lutte pour l'amnistie, qui se construit aussi au moment du retour des communards dans les années 1880 et qui insiste face aux accusations versaillaises sur le massacre, en retour sur le massacre de la Semaine sanglante. C'est à ce moment-là au moment des combats pour l'amnistie, que l'on met en avant ces 20 000 à 30 000 morts. Le tableau de Picquiau que j'ai montré tout à l'heure date de 1877. Voilà. Et puis, donc, on commence à partir de 1880 à se rendre en mai devant le mur et devant la fosse commune des fédérés. Donc, cette montée au mur annuelle focalise la mémoire de la commune sur la Semaine sanglante. Ce qui l'emporte, c'est le martyre de mai plutôt que l'espoir du 18 mars. C'est aussi à ce moment-là que Lissa Garay écrit, donc en 1876, son histoire de la commune de 1871. C'est une histoire engagée, puisque Lissa Garay est un journaliste communard exilé à Londres. L'histoire de la commune de 1871 est rééditée en France en 1896. Elle est constamment rééditée d'ailleurs jusqu'à une réédition récente. Et Lissa Garay veut, dit-il, s'appuyer sur des récits recueillis auprès de ses compagnons pour rétablir la vérité. Et là, on voit bien à quel point l'histoire de Lissa Garay sert aussi la mémoire communaliste et est liée à la mémoire communaliste, mais se veut aussi histoire. Et donc, ces liens entre histoire et mémoire. Alors, ces deux visions antithétiques, à savoir donc une mémoire donc versaillaise issue des représentations versaillaises et puis cette mémoire pro-communarde, elle perdure d'une certaine façon dans les mémoires actuelles de la commune. Alors, même si l'histoire de la commune est en partie apaisée, sa mémoire aussi, en partie seulement, mais parfois elles peuvent être remobilisées. Et j'en veux pour preuve, en 2016, lors du vote d'une résolution par l'Assemblée nationale sur la réhabilitation des victimes de la répression de la commune de 1871, à la suite d'ailleurs d'une mobilisation de l'Association des amis et amis de la commune. Donc, je pense qu'il y a assez peu de gens parmi vous, mais peut-être je me trompe, qui savent que cette résolution a été votée en 2016 pour réhabiliter les victimes de la répression de la commune. Or, en fait, quand cette résolution est votée, elle passe totalement inaperçue. Il y a un flash sur les radios, sur le vote d'une résolution, mais c'est tout. En revanche, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'à l'Assemblée nationale, les débats sont assez violents. Or, ces débats, ces discussions à l'Assemblée nationale réactivent toutes ces mémoires concurrentielles. Et donc, on revient sur les bandits, etc., et puis les victimes de 1871. Alors, pourquoi y a-t-il eu ces mémoires concurrentielles et pourquoi perdurent-elles ? En partie parce que la commune ne fait pas partie de notre mémoire nationale, de notre mémoire collective. Et alors,
Pierre Nora avait classé l'article de Madeleine Reberiou sur le mur des fédérés dans la contre-mémoire républicaine, lorsqu'il a dirigé son ouvrage Les lieux de mémoire. Il y a une partie les contre-mémoires, et dans les contre-mémoires, il y a un article sur le mur des fédérés et sur la Vendée. Alors, moi, je dirais peut-être plutôt que il y a des micro-lieux de mémoire, mais c'est un non-lieu de mémoire nationale. Pour reprendre ce que disait Gérard Noyal à propos de l'immigration, donc à tout autre sujet. Un non-lieu de mémoire nationale parce que au moment où se construit notre mémoire nationale, notre mémoire collective, qui est une mémoire républicaine, c'est en gros au moment de l'apogée de la Troisième République, donc dans les années 1880. Or, précisément, à ce moment-là, la Troisième République et la République veut oublier la commune. Donc, en 1880, la Marseillaise devient l'hymne national. En 1880, le 14 juillet devient la fête nationale. Et en 1880, l'amnistie des communards est votée par les républicains, après un discours, enfin par les républicains en partie, après un discours, enfin oui, par les républicains d'ailleurs, enfin toutes sortes de républicains, après un discours de Gambetta. Or, l'idée est d'une réconciliation nationale, c'est l'idée d'une union nationale dans une république parlementaire sous le sceau républicain. Et Gambetta le dit bien, hein, l'amnistie, ça doit être l'oubli. Il faut mettre la pierre sur les vestiges et, dit-il, les crimes de la commune. Parce que pour les républicains modérés notamment, ou opportunistes comme on les appelle, la commune est illégitime parce que elle s'est opposée au suffrage universel, alors certes qui avait amené à l'Assemblée nationale monarchiste, mais c'était quand même le suffrage universel, et par ailleurs, ça a été une guerre civile sous les yeux de l'étranger, et puis il faut oublier ce moment, réprimé d'ailleurs au début de la Troisième République. Alors, de ce fait, la Commune de Paris n'est pas intégrée au récit national et à ce moment-là, les républicains sont dans une situation assez complexe vis-à-vis de la Commune et de la mémoire de la Commune, parce que c'était quand même une insurrection républicaine, mais c'est une insurrection républicaine réprimée en République et qu'on veut oublier. Enfin, en dehors de ces mémoires conflictuelles, la Commune fait aussi partie de la mémoire du mouvement ouvrier international, ce qui a eu d'ailleurs une influence aussi sur son histoire. Donc elle est un mythe mondial, et notamment après les propos de Marx et d'Engels. Alors Marx, en 1871, en fait, était assez... pensait que la Commune était un mouvement prématuré, mais il écrit La guerre civile en France, qui est un pamphlet en juin 71, donc au moment de la répression, et dans la guerre civile en France, il déclare que la Commune, donc le Paris ouvrier, sera célébré à jamais comme le glorieux fourrier d'une société nouvelle. Engels, dans son introduction en 1891, écrit « Regardez la Commune de Paris, c'est la dictature du prolétariat ». Et à partir de là, la Commune va être regardée comme le martyr de la classe ouvrière face à la bourgeoisie, et à la suite des interprétations de Marx, d'Engels, de Lénine, comme une aurore, comme l'aurore des révolutions prolétariennes du XXe siècle, et notamment comme la révolution bolchevique, donc comme un commencement, une anticipation, une promesse de futur. Et cela explique pendant une grande partie du XXe siècle, elle a été l'objet d'une mémoire et d'une appropriation communiste en France, pour aller vite, et à l'étranger, notamment en URSS. En France, en fait, la mémoire et l'usage de la Commune est assez complexe, suit un chemin complexe, parce qu'elle est à la fois mémoire du combat du prolétariat contre la bourgeoisie, mais aussi mémoire et de la lutte pour la défense de la République, ce qui explique que quand il y a une union de la gauche, voilà, 36, on trouve 600 000 personnes qui montent au mur en 36. Alors évidemment, on est au moment de la victoire du Front populaire et des grèves. Et puis, on a donc ce rapprochement PCF-SFIO, et donc j'aime beaucoup cette photo, encore une fois, avec Léon Blum. Alors ça aussi, je finis.
Cette mémoire a aussi une influence, cette mémoire inscrite dans le mouvement ouvrier international a une influence aussi sur l'histoire, puisque dans les années 1980-1990, au fond, cette histoire de la commune va être délaissée parce qu'elle apparaît comme trop militante ou trop liée aux enjeux politiques et au marxisme. Alors, je conclus sur le renouveau mémoriel et le renouveau historiographique qui existe, je dirais, depuis maintenant 15-20 ans. Donc, disons un renouveau au début des années 2000, qui est lié d'abord à une explosion des commémorations, dans un contexte de commémoration. Alors là, on pourrait disserter longuement sur ce contexte de commémoration. Il y a eu le 140e anniversaire avec la commémoration, et puis là, on prépare pour 2021 le 150e anniversaire, et probablement ça va être encore plus important que le 140e anniversaire. Mais c'est pas simplement ça, ce retour mémoriel. C'est aussi parce qu'on a des mouvements, on a parlé des résonances actuelles. Nuit debout en 2016 qui se revendique en partie de la commune, le mouvement des Gilets jaunes, pas totalement, mais aussi qui fait référence à la commune. Et puis, dans les mobilisations actuelles, dans Paris, il y a des graffitis sur la commune. Alors, au-delà de ces aspects-là, il y a tout un débat sur les communs. Je pense que ça ne vous a pas échappé. Les communs, c'est-à-dire l'appropriation collective, commune, démocratique des ressources communes à l'humanité, et de commune à commun, de commun à commune, il y a des glissements. Alors pourquoi ? Parce que désormais on fait référence surtout à la commune comme autogouvernement local, on pense à la commune comme autogouvernement local et comme un possible démocratique, c'est-à-dire comme une autre possibilité, une autre démocratie, comme un laboratoire du politique, mais ça je pense qu'on en parlera dans les séances suivantes. Et en même temps qu'il y a ce renouveau mémoriel, il y a aussi un renouvellement de l'histoire de la commune, qui est un renouvellement qui s'intéresse moins finalement maintenant aux idéologies, aux types sociaux, que à toutes ces questions de la démocratie, puisque, et là vous en aurez une approche avec la séance sur la démocratie, c'est-à-dire comment fonctionne la démocratie directe et les problèmes soulevés par son fonctionnement, les questions sur la fondation de la République et sur le type de République qu'on veut aussi, une République par le haut, une République par le bas, une République par le local. Et puis aussi l'idée de la commune comme expérience humaine, comme expérience sensible et culturelle, c'est-à-dire comment une révolution est faite en fait ou une insurrection et une révolution est faite d'une pluralité de femmes et d'hommes qui se rencontrent. Et à ce sujet, j'aime bien, même si on peut le contester par ailleurs pour d'autres points, l'expression de l'historien anglo-saxon Robert Holmes, qui c'est un carrefour. La commune est un carrefour où se rencontrent différents projets, différentes femmes et hommes. Et pour terminer, dernière phrase, il me semble que la mémoire de la commune à l'heure actuelle est plus orientée vers une mémoire libertaire, probablement d'ailleurs en liaison avec ce renouveau mémoriel et avec aussi les recherches historiographiques. Et j'en veux pour preuve le retour aussi à Louise Michel, la figure de Louise Michel n'a pas disparu, mais là elle apparaît beaucoup. Or, Louise Michel, c'est aussi la figure de l'anarchisme. Et puis il y a d'autres questions qui sont posées avec ce renouvellement historiographique et ce retour mémoriel. Alors il y a la question des femmes, il y a la question des femmes et de la citoyenneté, du masculin, du féminin, du territoire aussi, de l'histoire parisienne mais de l'histoire nationale, et puis la question de l'imaginaire. L'imaginaire en politique, c'est-à-dire l'imaginaire au moment de la commune, avec cette référence à la vraie République à 48, et puis l'imaginaire de la commune, c'est-à-dire que désormais, dès qu'on fait l'histoire de la commune, on est obligé aussi de faire l'histoire de l'imaginaire qui y est attaché, et notamment de l'imaginaire actuel. Voilà. Merci à vous.
Oui, alors, on n'en a pas dit dans l'introduction, mais à 9h20 approximativement, puisque plutôt à 9h30, à 9h20, elle vient d'évoquer l'ordre des dimensions culturelles. Hein, et là, une des dimensions culturelles de la commune qui était très très forte, c'est une production de chansons. On a fait un cycle sur la chanson avant ce cycle-là. Hein. Donc on terminera, parce que vous l'attendez aussi un peu, par 2 chansons de la commune. On a pris 2 chansons qui ont été vraiment chantées pendant la commune, hein, et non pas les chansons qui auraient été comme l'Internationale, celle qui est la plus connue, qui a été faite juste après la commune, ou Le Temps des Cerises, par exemple, qui a été écrite avant la commune, hein, et qui n'était pas chantée pendant la commune, sauf peut-être dans les cabarets, et encore je ne crois pas. Voilà, donc on arrêtera la discussion vers 9h20 pour voir un peu ces 2 chansons. Deux secondes. Oui, bien. Oui. Je voudrais plusieurs mains. Peut-être aussi permettre à un certain nombre de gens qui souhaitent partir de se frayer un passage, parce que sinon ça va être assez difficile. Vous n'êtes pas stigmatisés parce que vous partez. Hein. Soyons très clairs. Voilà. Vous partir tout de suite, mais pas... Oui, c'est ça. Voilà. Si vous pensez ne pas pouvoir ou ne pas avoir envie, ou ne pas avoir la latitude suffisante pour attendre la fin du débat, merci de vous éclipser maintenant. Voilà. Vous avez remarqué qu'on est dans une assistance excessive pour cette salle. C'est une évidence. Au mépris des conditions de sécurité, je vous le dis tout de suite. Voilà. Merci de rassurer tout le monde. Mais oui, non, mais c'est important, c'est une évidence. Bon, il y a une porte panique derrière. Comment ça va? Oui, j'ai trouvé un éditeur. Mais normalement, c'est pas bien. Le bord de l'eau. Alors, j'ai une remarque à vous faire. C'est, si vous souhaitez assister à d'autres séances, n'arrivez pas à 19h20, parce que nous pourrions être amenés à vous demander de repartir chez vous, quoi. C'est compliqué, hein, mais cette salle ne permet pas une assistance aussi importante. Oui, bien sûr. Voilà. Bon, maintenant, je vais vous donner la parole. Ma question est directement liée à votre conclusion et au thème Histoire et mémoire. Je suppose que vous êtes au courant des nouveaux programmes scolaires en histoire de première, le parcours 3, où la commune de Paris est de nouveau au programme scolaire, mais en classe de première cette fois et plus en 4e. Et c'est Louise Michel qui l'incarne. Et est-ce que vous avez lu le site de l'Académie de Paris? Pas du tout. Eh bien, c'est assez incroyable. Bon, j'aurais voulu savoir ce que vous en pensiez. Par rapport au gouvernement actuel, c'est quand même une anarchiste. Oui. Et qui est même contre les élections, etc. Je suis assez surprise de ce nouveau programme. Je ne suis pas au courant, mais... Académie de Paris, commune de D'accord. D'accord. En fait, mais c'est le programme commun à toutes les premières, c'est pas la spécialité. Parcours 3 et ça a été paru en mai 2019. Donc le parcours 3, je pense que ça doit être la spécialité, je ne sais pas. De toute façon, c'est assez complexe, hein, parce qu'il y a aussi une réintégration républicaine. Par exemple, je vous ai montré le jardin du Luxembourg. Or, il y a quand même, c'est quand même Poncelet, président du Sénat, Christian Poncelet, qui a fait mettre une plaque pour parler de... Pardon ?
Après des pressions. Après des pressions, mais enfin c'est quand même lui. Hein. En 2003, au Jardin du Luxembourg. Bon, et voilà. Mais comme il y a des pressions, comme il y a eu des pressions aussi pour le vote de cette résolution, hein, d'ailleurs, et encore une fois, bon, cette résolution, elle avait été donc. Il y avait une mobilisation de l'association des amis et amis ES et amis de la commune, et puis après le dépôt d'une proposition par Bloch, député socialiste de Paris. Mais bon, c'est assez complexe, hein, je trouve. Mais bon, je n'en sais pas plus. Voilà. Oui. Attendez. Je vais à la facilité. Je donne la parole à un jeune homme qui est devant et je viendrai après. Est-ce qu'il y a eu des personnes qui ont participé à la Commune de Paris, puis en 1936 à la Révolution anarchiste en Espagne, et est-ce que vous connaissez l'influence entre les deux? Non. 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 Difficile, là, ça fait... Non. J'en connais pas. Il y a Adrien Lejeune est mort en 41 communard en URSS, 41, c'est ça, hein, 41 il me semble. Ouais, le dernier, 41. Donc en 36, c'est voilà, non. Comment? Non. Là, ils sont vieux, hein. Ça fait très vieux, hein, oui, quand même. Bonsoir. Monsieur a commencé la séance en disant que la première des démocraties, c'est la démocratie qui avait été installée en Angleterre, avait été fortement critiquée parce qu'on s'est très vite aperçu que les élus, en fait, ne revenaient pas à la source, chercher ce que ceux qui les avaient élus voulaient. Et là, on fait le procès un peu de ce que vous avez dit de la commune, comme en étant un mouvement très revendicatif et qui s'oppose en fait à des élus monarchistes dans un suffrage qui est la moitié de la population française, puisque les femmes ne votent pas, un peu censitaire aussi, parce que les plus pauvres ne votent pas non plus. Donc, quelle illégitimité cette assemblée élue ou le mouvement subversif de la commune? Moi, je voulais vous dire que, puisque Poncelet est nommé, M. Tougon, qui fut au RPR et qui est maintenant défenseur des droits, a fait poser une plaque dans le 13e à la mémoire de la commune de Paris. Avec des pressions. Alors, moi, je ne fais pas du tout le procès de l'illégitimité. Hein. Je dis simplement, pas moi, hein, je ne fais pas le procès de l'illégitimité. Et par ailleurs, vous avez raison sur un certain nombre de points, à savoir que ce que je dis, c'est que les républicains, et en particulier les républicains qu'on a qualifiés après d'opportunistes, hein, disons modérés, ont une mystique du suffrage universel et mettent en avant cette idée du suffrage universel en disant que la commune s'est insurgée alors qu'il y avait une assemblée élue au suffrage universel masculin, comme vous le dites bien. Voilà, je dis ce qui a été dit par ces républicains, ou en tout cas par certains d'entre eux. Maintenant, il faut bien voir aussi que, effectivement, ça pose un certain nombre de problèmes, cette élection, hein, notamment en 1871, en février 1871. Comme je l'ai dit, il y a quand même une partie du territoire qui est occupée. Par ailleurs, c'est des élections, l'armistice a lieu fin janvier, les élections ont lieu le 8 février, donc il n'y a pratiquement pas de campagne. Et puis, c'est des élections qui portent sur la question de la paix. Alors après, on a estimé que c'était une assemblée de ruraux, hein, puisque c'était les campagnes contre Paris qui avaient voté grossièrement pour les monarchistes. Mais effectivement, hein, on peut. Moi, je dis pas que c'est plus légitime. Ou moins légitime. Je dis simplement que l'interprétation républicaine ou la mémoire républicaine a insisté sur cette question du suffrage universel. Voilà.
Mais après, je pense effectivement que sur la question de la démocratie, la commune, mais ça sera l'objet d'une séance suivante, la commune est vraiment intéressante hein, sur cette question, notamment de la démocratie directe, du rôle des comités locaux dans les quartiers, du rôle aussi de cette notion de mandat impératif, qui d'ailleurs a été repris aussi par les républicains radicaux, hein. Donc de la vraie République par l'intermédiaire de l'élu révocable et de l'élu qui est responsable devant ses électeurs. Ce qui n'est pas le cas du tout de l'Assemblée nationale élue en 1871. Donc c'est pas moi qui dis que c'est illégitime. Hein. Parce que la République, que je regarde dans le dictionnaire. Je voudrais juste revenir te donner des précisions pour la résolution qui a été votée le 29 Merci. novembre 2016. Oui, parce que nous y étions, bien sûr. Nous étions une douzaine d'amis. Oui. Donc, en fait, on avait fait une pétition lors du 140e anniversaire pour obtenir cette réhabilitation des communards. Et quand on a eu 10 000 signatures au cours de nos diverses activités, on est allé les porter à l'Assemblée nationale et au Sénat. Et Patrick Bloch, donc, ils ont décidé en groupe de poser une résolution plutôt qu'une loi pour éviter l'aller-retour entre les chambres. Seulement, la résolution, ça doit être inscrite dans une séance particulière, exceptionnelle. Et depuis mai 2013, Patrick Bloch réclamait régulièrement que ça soit mis à l'ordre du jour. Et à chaque fois, on lui répondait, c'est pas urgent, pas urgent. Et donc, le 29 novembre, il a obtenu que ça soit mis à l'ordre du jour. Donc, on était une douzaine d'amis. Et alors, il y avait des choses assez drôles quand même, notamment, il y avait Collard, et qui a quand même osé dire que même Louise Michel, elle n'aurait jamais voulu ça, hein, franchement. Ah non, mais il y avait des choses qui étaient assez drôles. Et donc, finalement, ça a été voté à la majorité, et c'était assez sympa d'entendre des chants révolutionnaires à l'Assemblée nationale. Mais alors, si ma mémoire est bonne, il me semble quand même que les débats sont quand même extrêmement violents, non? Ah oui, il y avait aussi un député il y avait un député LR de Vendée. Oui, c'est ça. Le Vendéen, dans la tradition, voilà, c'était quelque chose. Sinon, il y a eu des belles interventions. Mais les deux seuls qui ont vraiment fait un truc vraiment sanglant, enfin, c'était Collard et puis ce député LR dont je ne me souviens pas le nom, qui est député de Vendée. Je ne sais pas s'il est toujours... Comment ? C'est pas l'esquin. C'est d'échapper la guillotine. Je peux pas te dire, hein, je sais plus, hein, mais sinon c'était quand même quelque chose de très sympa. Oh là, ça va me faire aller loin. Bonsoir. Est-ce qu'on peut dire que la République, enfin je crois qu'on peut le dire, la Troisième République est née de la défaite de la France, de l'armistice? Et est-ce qu'on peut dire que dans la mémoire, il y a un élément qui est un peu oublié, c'est que je crois que majoritairement, Paris, enfin les Parisiens, considéraient que l'armistice était indigne et qu'il y avait encore les moyens de lutter, entre autres militairement. C'est quelque chose que je crois, je ne vous ai pas entendu en parler, Si. Alors j'ai mal écouté. Si. Mais je crois, est-ce qu'on peut dire qu'en effet que c'est un des éléments que la Troisième République a voulu gommer aussi, cette espèce d'intimité d'être née dans une défaite qui, normalement, n'aurait pas dû être si on avait suivi quand même la résistance des Parisiens? Si, j'ai dit que c'était considéré comme une capitulation honteuse, cet armistice de janvier, hein, et que les Parisiens qui étaient républicains considéraient que... Laure. Attends d'avoir le micro pour faire des commentaires. Sinon, ça ne sera jamais enregistré. D'accord. Oui, alors oui, effectivement, j'ai dit que l'armistice avait été considéré par les républicains parisiens et par les Parisiens de façon générale, mais par les républicains parisiens, comme une capitulation et comme une honte, hein, comme une capitulation honteuse. Donc effectivement, la Troisième République est aussi née, puisque c'est le gouvernement de la Défense nationale hein, qui, donc issu du 4 septembre, qui a signé l'armistice. La République est née aussi dans cette
dans cette capitulation pour les Parisiens. Oui, j'avais deux questions. Vous aviez dit qu'il y avait quand même pas mal de gardes nationaux armés. Oui. Alors, comment on explique la défaite militaire? C'était vraiment une disproportion de force. Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, je reviens sur les intellectuels. Il me semble que des gens comme Georges Sand et Flaubert n'ont pas été très tendres avec la Commune. Ce qui fait qu'on voit que ces gens-là qui sont présentés comme des dissidents, une féministe et l'autre, je ne sais pas quoi, dès que les intérêts de classe sont en jeu, reviennent dans le giron. Et j'ai l'impression que quand on fait l'histoire de Georges Sand et de Flaubert, on oublie ce genre de choses. Et je crois que les intellectuels n'ont pas été, et les écrivains, et beaucoup d'artistes ont été très critiques. Alors, sur la défaite militaire, d'abord, les gardes nationaux, c'est autre chose. Enfin, je ne sais pas de quelle défaite militaire vous voulez parler, de la défaite de la Commune. Ah, de la défaite de la Commune, d'accord. Alors, oui, alors, donc, il y avait 180 000 gardes nationaux avant la Commune. Il y a à peu près 100 000 gardes nationaux armés encore actifs, sauf que il y en a qui sont, enfin, comment dire, on considère qu'en mai, il y en a vraiment plus que 50 000 qui soient très actifs, d'après ce que disent les historiens. Moi, je ne suis pas une spécialiste de ce sujet-là. D'autre part, c'est quand même... alors, on a aussi mentionné le fait que la garde nationale avait, et c'est le pendant, si je puis dire, l'inconvénient de sa constitution, c'est-à-dire qu'elle était très désorganisée, et qu'en face, il faut bien voir qu'on a une armée qui est organisée, Versailles a récupéré, si je puis dire, les soldats après le traité de paix de mai 1871. Donc ils récupèrent les soldats. On a 130 000 hommes qui sont organisés, qui sont parfaitement organisés, qui sont commandés par des généraux à majorité monarchistes et bonapartistes. Par ailleurs, Robert Tombs, qu'on critique par ailleurs, mais enfin, il a quand même montré que dans cette armée, on diffusait une presse anticommunarde, donc qui insistait sur les bandits présents à Paris, etc. Donc, il y a un bloc face à la Commune, face aux gardes nationaux. Et puis, les communards, enfin, il y a eu des dissensions, des controverses entre communards sur la défense de Paris. Au moment de la semaine sanglante, enfin après le 21 mai, sur la défense par quartier, plutôt qu'une défense qui aurait été unie. Et donc une défense qui était plus locale, quartier par quartier, et donc moins organisée. Mais en fait, les gardes nationaux sont beaucoup plus désorganisés que cette armée, en tout cas, et puis les forces sont moindres, quand même. Ça avance, enfin, ça avance, oui. Et la deuxième question, c'était sur les écrivains. Oui, en fait, j'en ai pas parlé, mais il y a un ouvrage de Paul Litsky qui s'intitule « Les écrivains contre la Commune », qui a été republié d'ailleurs, je crois, là aussi assez récemment, enfin en 2010, et puis de nouveau, je crois, dernièrement. Et dans les écrivains contre la Commune, Litsky montre très bien, effectivement, qu'un très grand nombre d'écrivains sont anticommunards. Les artistes moins, moi je dirais, quand même, parce que bon, il y a Courbet, il y a aussi Manet qui n'est pas spécialement anticommunard, puisqu'il fait ses deux lithographies, La Semaine sanglante et puis La barricade, qui sont quand même des dénonciations de la répression. Mais les écrivains, oui. Les écrivains, oui. Zola aussi, enfin, Zola, Georges Sand, bon, bien sûr Maxime Ducamp, enfin, si tant est qu'on puisse dire que c'est un écrivain, enfin bon. Voilà. Moi, j'avais encore une question. Est-ce que le côté, je dirais, anti-religieux de la Commune n'a pas joué, anti-catholique, n'a pas été instrumentalisé? Anticlérical. Anticlérical. Voilà, n'a pas joué un rôle. N'a pas joué un rôle de repoussoir dans la France profonde. Oui,
Oui, certainement, mais on pourrait dire aussi que les républicains radicaux étaient aussi anticléricaux. Mais oui, ça a certainement joué un rôle de repoussant, mais je crois surtout qu'on a véhiculé aussi cette image morale, hein, ou amorale, immorale, de la commune, plutôt que la question de l'anticléricalisme, à mon sens. Mais ça fait partie de tout cet imaginaire, c'est-à-dire qu'on représente aussi des communards dans les clubs, donc, puisque les clubs, le soir, ont lieu souvent dans des églises, et qui profanent des églises régulièrement, qui vont dans ces réunions publiques en buvant, en fumant, et je ne sais quoi. Après, il y en a eu aussi. Enfin, faut pas non. Enfin, les profanations d'église, ça existait aussi. Enfin, mais ça fait aussi partie de cet imaginaire qui est développé. Comment ? Monsieur, pardon. J'ai encore un œil là. Tout à fait sur le côté, oui, c'est ça. Je pensais que en particulier dans le cadre des travaux d'Haussmann, il y avait des communautés ouvrières immigrées venant de province ou de l'étranger à Paris. Donc je m'interrogeais du rôle qu'elles avaient pu jouer dans la commune et peut-être aussi dans la dissémination des idées et de la mémoire de la commune par la suite. Alors effectivement, il y a des communautés de provinciaux à Paris. Bon, alors on cite toujours les fameux maçons de la Creuse dans la construction dans les constructions parisiennes. Il y a des communautés diverses et effectivement, donc il y a des communautés d'Aveyronais et il y a des liens, hein, il y a des échanges entre la commune de Paris et le territoire national aussi par cet intermédiaire. Oui, oui. Étranger. Non, mais enfin, alors étranger aussi, hein, mais moi j'avais compris étranger en tant que provinciaux. Étranger en tant que provinciaux, parce que c'est. Mais étranger aussi, oui. Oui. Oui, madame. Je voudrais revenir sur ce problème mémoriel. Et vous disiez qu'il y avait un oubli de la commune. Alors, moi j'ai un témoignage. En 1950, en CM2, dans l'école laïque et obligatoire et républicaine, on avait un chapitre sur la commune où il fallait apprendre par cœur le résumé. Et le résumé disait que c'était des bandits, des pillards. Bon, je l'ai appris par cœur, moi je le pense, il n'y a plus complètement, mais enfin c'était ça l'idée qu'on apprenait donc en 1950 en CM2, donc c'était pas un oubli, c'était vraiment une position anticommunaire d'assumer et enseigner largement à l'école. Je peux répondre ? En fait, ça dépend aussi des manuels. Alors, il y a les lavis, les fameux petits lavis qui ont été étudiés à ce sujet. Et effectivement, dans les premiers petits lavis, on voit une condamnation très nette de la commune. Et puis après, dans certains petits lavis, après, avec le temps, ça disparaît. C'est-à-dire que la commune disparaît, au fond, hein, n'existe plus. Donc ça dépend des manuels, ça dépend des moments, voilà. Des maîtres aussi, mais enfin bon, oui, des maîtres aussi, bien sûr. Hein. Oui. Oui, mais ils ne sont pas rédigés tous de la même façon. Et ils ne sont pas rédigés. Les lavis changent. Hein. Oui. Bien sûr. Ça peut être une question un peu polémiste, parce que quand on parle d'amnistie, et j'ai une amnistie plus récente qu'on a pu connaître, nous, en France, avec l'amnistie des colonels qui ont fait de l'OAS, en fait, qui ont été amnistiés de leurs crimes du temps de la guerre d'Algérie. Alors, quel est le rôle de l'amnistie en général ? Est-ce que ça permet l'effacement ?
Et comme ça, bon, ben, effectivement, l'amnistie en 1880, 100 ans après, ben, c'est effacé, quoi. Alors, non. Pas facile. Bon, l'amnistie, en tout cas l'amnistie telle qu'elle est conçue en 1880, c'est sûr, c'est l'amnésie. Amnésie, et les communards sont invités à se ranger et à retrouver la République, mais à se ranger dans la République parlementaire. Après, c'est pas parce qu'on veut l'effacement qu'il existe. Et précisément, alors ça, et Jean-Louis aussi connaît bien le sujet, puisque le fameux directeur de thèse est ici à ma gauche. Alors donc, oui, la question de l'amnésie, enfin, comment dire, quand les communards rentrent, la question c'est de savoir quelles vont être leurs places et est-ce que justement ils vont se retrouver et trouver une place dans cette France qui leur demande l'oubli et qui leur demande aussi de disparaître, hein, d'une certaine façon. Mais ce que comment dire, il y a vraiment quelque chose qui se passe dans les années 1880 avec ce retour. La montée au mur se développe aussi à partir des années 1880. Il y a une forte mémoire dans les années 1880 avec toutes ces chansons aussi qui ont été écrites en exil mais qui sont publiées en 1880. Il y a des souvenirs, il y a les souvenirs de Louise Michel, il y a des mémoires, il y a des mémoires de la déportation, de l'exil, il y a des mémoires de la commune, il y a des interprétations de la commune. Bon, il y a aussi des happenings, enfin bon, une sorte de happening, etc. Bon, j'y reviens pas. Donc il y a quelque chose qui se passe dans les années 80. Les communards eux-mêmes qui reviennent disent on ne peut pas oublier, nous ne voulons pas oublier et on ne peut pas oublier et surtout on ne peut pas oublier la répression. Donc et oui, c'est quand même bon. Hein. Donc c'est pas parce que Gambetta veut l'amnésie et que les républicains opportunistes veulent l'amnésie et l'oubli que celle-ci va exister. Il y a aussi les enterrements qui sont une occasion de rappeler la commune, etc. Sauf que, même s'il y a ce retour mémoriel dans les années 1880, après, ça tend à s'effacer. Hein, en 1890, ça fait 20 ans, et puis les communards trouvent une place assez difficile. Hein. Donc ça contribue aussi à un effacement quand même. Mais est-ce que c'est lié à oui, enfin bon. L'amnistie provoquant le retour entraîne non pas un effacement, mais au contraire un renouveau. Et puis après, oui, moi je pense quand même que ça a contribué. Enfin, je ne sais pas comment vous dire ça, mais est-ce que ça a contribué à l'effacement En tout cas, c'est ce qu'on voulait. Mais il n'y a aucun élément commémoratif de la commune de Paris. À part le mur. Mais c'est ce que je disais, hein, Montmartre quand même. Oui, à part le mur. Mais c'est pas un monument commémoratif officiel. Hein. Non. Il y avait une autre main. Oui, madame. Je viens. Je vais d'abord je ne me suis pas bien préparée, alors je ne sais plus trop bien de quelles années il s'agit, mais j'aimerais bien voir qu'est-ce que vous pensez de faire la relation avec Victor Hugo et les barricades que lui d'abord a condamnées, puis ensuite défendues. Est-ce que c'est forcément instructif pour l'épisode de la commune? Est-ce que vous avez un petit peu étudié ça, de comprendre ce cheminement, hein, d'abord de s'opposer, puis ensuite de comprendre? Concernant Victor Hugo, c'est lié aussi à l'évolution de Victor Hugo lui-même, hein, qui était quand même
monarchiste dans sa jeunesse et qui après est devenu donc la figure tutélaire de la République, une des figures tutélaires de la République. Victor Hugo, concernant la Commune, bon, il publie aussi L'année terrible. Il est bon, c'est pour lui, c'est une guerre civile aussi qui c'est une comment dire, un déchirement de la France, mais en même temps c'est le peuple de Paris. Donc, et puis il condamne très fermement la répression, hein, puisqu'il fait même savoir qu'il accueille les réfugiés, les exilés à Bruxelles. Et puis c'est un des combattants, enfin un des acteurs de l'amnistie aussi, hein, puisqu'il fait des discours, notamment en 1876, sur cette question de l'amnistie. Et vraiment, c'est une des grandes figures de l'amnistie. On le revoit en 1880, enfin surtout à partir en 1876 dans son discours au Sénat, mais aussi en 1880 au retour. Hein, il est lié à cette question de l'amnistie et puis de la condamnation de la répression, tout à fait clairement. Parce que c'est Paris aussi, c'est le peuple de Paris. Il n'y a pas que ça, hein, bien sûr, mais ça joue. C'est-à-dire ce peuple qui est le peuple de la lutte, le peuple de la fraternité et le peuple des barricades aussi. Hein. Ben oui, les misérables. Oui, c'est plutôt un commentaire, mais sur Victor Hugo, il ne faut pas oublier que le gouvernement de Belgique l'a mis à la porte. Tout à fait. Une fois qu'il a dit publiquement qu'il accueillait les communards à Bruxelles, le gouvernement va le mettre dehors. Oui, voilà. oui, tout à fait. Mais juste pour mémoire, donc je voudrais revenir sur justement la mémoire et ce que ça peut susciter comme intérêt ou désintérêt, c'est-à-dire l'oubli. Et c'était ça. Donc, tout ce que vous dites est juste par rapport à cette interprétation de l'amnésie ou l'amnestie de 1880, de juillet 80. Mais alors, mon commentaire est plutôt sur ce que vous avez dit ce soir, c'est-à-dire c'est le travail d'historien, ou d'historienne en l'occurrence, qui s'adresse à la mémoire. C'est-à-dire cette mémoire, elle est connue, reconnue, enfin elle est vivante grâce au travail de l'histoire. Le rapport entre les historiens et la mémoire, c'est de faire vivre cette mémoire. La mémoire aide les historiens aussi à poser des questions sur les événements, mais je crois que ce travail, pour ce qui est de la commune, ce travail historique sur la commune est absolument nécessaire et important. Et heureusement, elle continue à vivre et à se faire. Et donc la mémoire aussi. Oui, oui. Oui, tout à fait. C'est ce que je disais au début sur ces liens entre mémoire et histoire. C'est-à-dire qu'on a beau dire que l'histoire, c'est vraiment ce regard critique, distancé sur le passé, tandis que la mémoire, c'est ce regard affectif présent, enfin, où le passé est présent, etc. Il n'empêche que, certes, la mémoire et l'histoire ne sont pas la même approche du passé, mais l'un et l'autre s'entretiennent, hein, on est d'accord. Hein, Ce sera sans doute l'ultime question. Je prends le pouvoir. Je voudrais savoir comment le gouvernement de la commune s'est situé par rapport à la République française dans son ensemble. Est-ce que ça a été considéré comme une forme de sécession par rapport à la République, ou est-ce qu'il continuait à considérer qu'il relevait de la République? Alors, très bonne question.
Tout dépend ce qu'on entend par République, j'ai envie de vous répondre. Tout dépend ce qu'on met sous le vocable République. Je pense qu'il voulait la République, mais il ne voulait pas la même République que la République qui était en train de se mettre en place. Et j'ai bien insisté là-dessus, hein, c'est vraiment une république, oui, une république, mais une république des villes, une république démocratique, une république et sociale, hein, c'est-à-dire c'est vraiment, encore une fois, c'est ce qu'ils appellent, ce qu'on va appeler pendant longtemps la vraie république. Donc, est-ce qu'ils font sécession par rapport à la République? De toute façon, c'est la République, d'une certaine façon, qui est installée à Versailles, qui fait sécession avec la commune, puisque de toute façon, on ne peut pas, enfin, il n'y a pas de compromis possible pour tiers. Donc, de toute façon, ça sera maté. Donc, est-ce que, voilà, c'est une sécession de facto, si j'ai envie de dire, hein. Mais pas une sécession avec l'idée de république, certainement pas. Encore une fois, tout dépend ce qu'on met sous le terme de république. Définir le mot république. Oui. Bah, écoutez, chose publique avec tout ce qu'on peut y mettre dedans. Res publica. Enfin, chose au sens de res publica. Le premier président de la République, c'était nommé Napoléon. Bonaparte a été le premier président de la République. Donc, qui va conduire François. Je vais présenter les chansons. Voilà. Bien, alors, ceux qui voudront chanter pourront essayer. Hein. Alors, je vous présente rapidement les deux. On commence par celle-ci. Par la canaille? Non, par l'autre. Il y avait mieux parce que l'autre, ça va être dur à chanter. Il va nous donner plus d'espoir pour chanter après. Tu veux commencer par la cage? Par le chant de l'incarnation. C'est pas dans l'ordre chronologique, mais moi je vous les présente dans l'ordre chronologique. Donc, la chanson la plus chantée pendant la Commune, les deux chansons qui parlent souvent de la Commune, je l'ai dit tout à l'heure, c'est Le Temps des Cerises. C'était une chanson d'amour qui, après la Commune, est devenue symbole de la Commune, mais en soi, ce n'était pas une chanson de la Commune. Et l'autre chanson qui symbolise souvent la Commune, c'est l'Internationale, hein, écrit par un communard, hein, un membre de la Commune, Eugène Potier, peu après la Commune. Mais donc ça n'a pas été non plus une chanson de la Commune. Debout les allées de la terre, etc., ça n'a pas été une chanson de la Commune. Donc là, on a choisi des chansons qui ont été effectivement chantées pendant la Commune. Tout en, je voudrais quand même souligner, on a dit que la mémoire de la Commune était libertaire, c'est vrai, mais il n'empêche que la chanson actuellement était peut-être la mémoire dominante, enfin on aura l'occasion peut-être d'y revenir, il n'empêche pas moins que la chanson la plus chantée par les communards, c'est la Marseillaise. Hein, parce que c'est leur chanson. Ils sont patriotes, on l'a dit, ils sont patriotes les communards, ils sont contre le traité que les Versaillais ont signé avec la Prusse, abandonnant l'Alsace et la Lorraine. Voilà, et ça pour eux c'est l'horreur. Pas l'oublier, les communards, c'est très complexe. Hein. C'est pour ça qu'on dit que la commune c'est un peu un sphinx, parce que ça part, on n'arrive jamais à la fixer entièrement idéologiquement, c'est impossible. Donc la chanson la plus chantée, c'est la Marseillaise. Hein. C'est celle avec laquelle les gardes nationaux vont combattre. Ils n'ont pas le drapeau tricolore, par contre. Ils ont le drapeau rouge. Oui, c'est compliqué. Ils ont le drapeau rouge le plus souvent, quand même. C'est le drapeau de la commune. Sur l'hôtel de ville, c'est le drapeau rouge. Certains bataillons peuvent avoir le drapeau tricolore, mais progressivement, on leur donne des drapeaux rouges. Il y a des cérémonies où on leur distribue les drapeaux rouges. Donc, le drapeau de la commune, c'est quand même le drapeau rouge. C'est celui qui va sur tous les bâtiments publics. Mais le chant, c'est la Marseillaise. Le deuxième chant le plus chanté, à mon avis, parce que le comptage que j'ai pu faire, c'est le chant du départ. Voilà, donc là, c'est le chant de la République. Voilà, donc voilà, ça c'est les... voilà, ça donne aussi des indications sur la mentalité communarde. Hein. Donc on a... ceux-là, ils
justement pas les plus importants, mais enfin il ne faut pas les oublier pour ne pas se tromper sur ce qu'était aussi la commune. C'est aussi ça le travail de l'historien, de ne pas aller tout de suite au plus facile. Donc là il y a deux chansons qu'on va vous présenter. L'une, La Canaille, hein, donc c'est une chanson qui datait de 1865, de la fin, qui est assez célèbre. Hein, alors c'est une chanson un peu, on avait vu Léo Ferré, il me semble que c'est un peu dans l'esprit de Léo Ferré, vous voyez, hein, au cycle sur la chanson, c'est un peu dans cet esprit, Paris Canaille de Léo Ferré. Voilà, c'est une chanson de ce type, et elle était chantée pendant la Commune, aux Tuileries, par une chanteuse qui s'appelait Rosa Bordas, qui était un peu l'Édith Piaf de l'époque, hein, qui était une chanteuse hyper populaire, extrêmement connue. C'était une des chanteuses les plus connues de Paris dans les années 1860. On l'appelait la Cigale Rouge parce qu'elle venait du Midi, comme beaucoup de chanteurs en France viennent du Midi, vous le savez. Et donc la Cigale Rouge, qui s'appelait Rosa Bordas, chantait drapée de tricolore. Tricolore, là. Oui, drapée de tricolore. Cette fois-ci, et le chef bonnet phrygien, elle chantait aussi pendant le siège, hein, cette chanson, et elle le chantait aussi pendant la Commune, et cette fois-ci aux Tuileries que le peuple occupait. Le peuple avec lequel, donc dans la salle principale des Tuileries, que les communards ont ensuite brûlée, sur lequel il y avait écrit en gros « Peuple contemple cet or, il t'appartient puisqu'il vient de ton travail ». Voilà. Donc, et elle chantait La Canaille. La deuxième chanson est un peu différente. Elle a été écrite bien après, elle, quasiment au moment de la Commune, et c'est le chant international là, qui est beaucoup plus lié à la dimension. C'était des musiciens, des chanteurs qui étaient très connus. Paul Burani, Choual et Antonin Louis étaient parmi les grands compositeurs de l'époque. Hein. On parlait des artistes tout à l'heure, les artistes musiciens. Où les chanteurs ont souvent participé à la Commune de Paris, et ils ont écrit cette chanson qui est beaucoup plus, là, une chanson de type du combat social, mais pas seulement. Hein. Donc c'était une première internationale avant l'internationale de Potier qui a suivi la Commune de Paris. Voilà. Alors Françoise, qui a une habitude extrême de toutes les chansons, va nous servir de chef de chœur, de chef de chœur. Il n'y a pas de chef à la Commune normalement. Hein, voilà. La première chanson qu'elle veut mettre, c'est donc celle du chant international. Elle est difficile. La canaille est beaucoup plus facile. Ben oui, je pense que c'est plus sympa de rester sur une note plus facile. Voilà, c'est pour ça que je veux qu'on chante le chant international en premier. Donc on va peut-être pas faire tous les couplets. On va chanter le premier couplet, le refrain. On va chanter le couplet 2, le couplet 4, le couplet 6, et ensuite on chantera le refrain. Ça, vous voulez que je vous redise ? Alors couplet 1, couplet 2, 4, 6, et on finira par le refrain. Parce que si on chante tout ça, ça va être... Si à chaque fois on prend le refrain, ça va être un peu long quand même. Voilà. Allez. Fils du travail obscur farouche, debout à la face du ciel, bien que ton cœur et que ta bouche proclament ton droit immortel. Plus de Paris, y'a plus d'îlotte, regarde l'avenir prochain. Plus de tyrans, plus de despotes, devant le peuple souverain. Le drapeau de l'international sur l'univers est déployé. C'est la révolution sociale, c'est la révolution sociale par le travail et la fraternité. C'est la révolution sociale, c'est la révolution sociale par le travail et la fraternité. Que veut dire ce mot patrie? Que veut dire ce mot soldat? La guerre n'est qu'une infamie, la gloire un grand assassinat.
avec l'enclume et la charrue, il faut combattre désormais que l'univers entier se rue sous la bannière du progrès. Bon, non, parce que sinon on va être très loin. Alors, le 4. Religion divine flamme des mondes sublimes flambeaux, partout c'est l'ignorance infâme qui s'abrite sous ton drapeau. Tes ministres qu'on doit maudire peuvent dérober la clarté. Les peuples apprendront à lire au livre de la liberté. On y va pour le refrain. Le drapeau de l'international sur l'univers est déployé. C'est la révolution sociale. C'est la révolution sociale par le travail et la fraternité. C'est la révolution sociale. C'est la révolution sociale par le travail et la fraternité. Laboureur paysan, la terre, c'est ton outillage, ton pain. L'ouvrier des villes, tes frères, ne demande pas d'autre bien. Le travail ne veut plus d'entrave, plus de vaudans, plus d'exploiteurs. Le capital n'est qu'un esclave, le vrai roi c'est le travailleur. Le drapeau de l'international sur l'univers est déployé. C'est la révolution sociale. C'est la révolution sociale par le travail et la fraternité. C'est la révolution sociale. C'est la révolution sociale par le travail et la fraternité. Ah ben bravo. Bravo. Bravo, Dieu. Si je chantais plus, les amis s'inquiéteraient. Alors, là maintenant, on y va pour la canaille. Hein. Bon, oui, on peut faire tout, c'est assez rapide quand même. Voilà. On a le temps, là, on a le temps quand même. Mieux que Rosa Bordas, alors. Comment? Mieux que Rosa Bordas. Ou alors on fait les 4 les 4 premiers. On fait les 4 premiers, hein, voilà. Dans la vieille cité française existe une race de fer dont l'âme comme une fournaise a de sombres que bronzer la chair. Tous ces fils naissent sur la paille pour palais, ils n'ont qu'un taudis. C'est la canaille, eh bien j'en suis. Ce n'est pas le pilier du bagne, c'est l'homme dont la main par la plume le marteau gagne en suant son morceau de pain. C'est le père enfin qui travaille les jours et quelquefois les nuits. C'est la canaille, eh bien j'en suis. C'est l'artiste, c'est le bohème qui sans souper rêve, rime, rêveur. Un sonnet à celle qu'il aime, trompant l'estomac par le cœur. C'est à crédit qu'il fait ripaille, qu'il loge et qu'il a des habits. C'est la canaille, eh bien j'en suis. C'est l'homme à la face terreuse, au corps maigre, à l'œil de hibou, au bras de fer, à main nerveuse, qui sort en dondeuse, l'on ne sait pas où. Toujours avec esprit bourraille, se riant de votre mépris. C'est la canaille, eh bien j'en suis. Bravo.